Mesdames et messieurs, bonjour. Cette émission, je la dédie spécialement au chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous, Katangais, nous avons des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais porter auprès du chef de l'État la voix des Katangais. Nous sommes parmi les provinces qui soutiennent l'économie nationale, mais aussi les provinces ou l'une des provinces, je parle ici du Grand Katanga, parmi les provinces les plus oubliées de la République, où il règne une injustice grosse, comme la RDC. Au Katanga, c'est parmi les seules provinces de la République démocratique du Congo où l'on chasse les autochtones de leurs terres. Pas par les Banyamulenge, pas par les Interamwe, pas par les Rwandais, mais par les Congolais. Et pire encore, l'armée. Ceux qui sont censés sécuriser la population, c'est eux qui viennent chasser le peuple katangais, les autochtones de leurs terres. Ils nous battent. Ils battent les Katangais et tuent même certains d'entre nous. Beaucoup sont morts. La tête, la tête. On est là. Heureusement, heureusement que le gouverneur aussi est sur place. On est là. La tête, la tête, ou la carrière, la tête, la tête, la tête. Jean-Paul, tu as vu là où tu m'as mené, la tête, la tête. Le peuple katangais est battu, tué, blessé sur ses propres terres. Et cette situation crée beaucoup de désarroi. Mais comme je le disais tout à l'heure, ceux qui nous tuent, ceux qui nous battent, c'est l'armée. Ceux qui sont censés nous protéger ou même venir nous protéger. Et pourquoi? À cause des minerais du Katanga. Du côté de l'Est, ce sont les Rwandais. Ce sont les M23. Nous sommes aussi à l'Est, mais un peu plus au-dessus. Nous sommes un peu plus au Sud. Mais alors, l'armée nous tue, l'armée nous bat. On se demande qu'avons-nous fait? Et ceci crée justement un creux entre la population katangaise et la population kassaïenne. Pourquoi? Parce que tout ceci, monsieur le chef de l'État, la responsabilité, à ce que l'on dit, c'est vous. Parce que ces autorités-là, la personne qui les envoie au Katanga, c'est vous. La personne qui les nomme, c'est vous. Vous avez le choix, évidemment, de nommer qui vous voulez. Mais qui est-ce que vous nommez? Qui est-ce que vous envoyez venir traiter des problèmes des minéraux katangais? Ceux qui viennent tous se retrouvent un jour devenir des miniers. Les autorités politiques deviennent des miniers. Les autorités judiciaires deviennent des miniers. L'armée, j'ai failli dire, a été minéralisée. Ça ne se dit pas. Mais l'armée, en tout cas, se retrouve être en plein dans l'extraction, dans le commerce, dans le business des mines. Vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, que aujourd'hui, les zones d'exploitation artisanale, ceux donnés par le gouvernement central et d'autres par le gouvernement provincial, les zones d'exploitation artisanale qui devraient normalement servir au social de la population, c'est-à-dire ces mines qui occupent nos jeunes, les mines qui empêchent nos jeunes de devenir des koulouna parce qu'ils y vont travailler du matin jusqu'au soir et à travers ces mines, ils ont quelque chose pour nourrir leur famille. Mais quand l'armée, quand les autorités nous confisquent nos mines, ils y emmènent une partie des militaires qui deviennent des créiseurs, ils y emmènent des Chinois, des Libanais, des Indo-Pakistanais qui sont des grands patrons. Tout le monde veut de nos minerais, mais personne ne veut de nous, la population. À quel sein allons-nous nous vouer? Je m'en vais illustrer mon propos par un dossier. Le dossier que j'ai appelé Menda, village situé dans le groupement de Mubambe, territoire de Kambove, province du Haut-Katanga. Probleme mambo ikunapita mu groupement yangu Mubambe mu territoire ya Kambove
province ya Haut-Katanga kisha secteur ya source du fleuve Congo. Problème tuko indigné par rapport ya envahissement ya ba militaire mu carrière. Donc hapa tuko na ba JR vraiment chef coutumier ni unapata makuta ngapi? C'est dommage na kusema tu kusema vraiment c'est dommage. Sasa tuko naishi juu ya redevance coutumier. Redevance coutumier zamani ilikuwa ni maminji malaki, cette fois-ci batoto bote bashwenda mu carrière. Le chef, il a été vraiment invincé par rapport à la situation qui se passe là-bas chez nous. Voir un site là où la police des mines est censée les garder et les protéger, mais contre toute attente, ce n'est plus cette dernière, si ce n'est que la garde républicaine. Or, si je ne m'amuse pas plus longtemps, le chef d'état-major général il avait signé une note circulaire tout en interdisant de tout militaire ou la présence de tout militaire ou des éléments de la garde républicaine, y compris des phases d'essai, dans des sites miniers. Et nous avions constaté avec un réglé qu'il y a une distance entre la théorie et la pratique. Avec l'avènement de ce que nous sommes en train de passer, le chef, il avait pris quand même le courage de saisir la hiérarchie et de saisir ses chefs, afin qu'ils puissent aller contrôler tout ce qui s'est passé dans les sites là-bas. Chers amis internautes, amis téléspectateurs, Monsieur le Président, dans notre village de Menda, il y a des soucis. Il y avait, à l'époque, une grande entreprise qui travaillait sur nos terres, sur le permis 467, le permis d'exploitation. Il s'agit bien de la société Boss Mining. Cette société a vu ses travaux interrompre faute de paiement des taxes de l'État. Nous sommes restés comme ça pendant un certain temps et l'on a vu un jour, pendant que nos jeunes, les jeunes de Menda, allaient travailler sur les différents sites miniers dans leur coopérative minière, nous avons vu un jour venir un groupe de militaires. Les militaires venant de la garde présidentielle. Après quelques jours, après l'arrivée de la garde républicaine, nous verrons venir des Libanais. Ils appartiennent à une entreprise non autrement identifiée, nous ne connaissons pas de quelle entreprise il s'agit, me dit le fils du chef. Je réponds au nom de David Mbouituité, le fils biologique du grand chef du groupement Moubambe. Depuis l'apparition des JR, il n'y a pas un accès libre de toutes sortes de commissions. Ce qui a changé encore davantage là-bas, ce qui nous surprend nous tous, la population ne peut même pas acheter les moyens de vivre pour accéder là-bas sans payer. Tout le village autour de PE 467 Menda, pour accéder, c'est un problème. Même si vous avez votre simple véhicule, il faut envoyer toujours la plaque sur le général et puis vous payez pour accéder là-bas. Donc pour faire entrer les vivres, c'est un problème. C'est la garde républicaine c'est lui qui gère tout, c'est lui le patron. Hein. Parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec une société, on ne peut pas avoir des accords avec une société. Il faut passer par la garde. S'il faut prendre n'importe quel genre d'engagement, c'est l'envoyé du général qui prend vos déclarations, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Le partenaire disent que non. Nous, c'est la garde républicaine qui nous a menés ici, donc nous sommes des simples partenaires. Donc, ils sont là comme s'il n'y a pas de société, ni de coopératives, ni d'entreprises. C'est juste la garde qui s'est faite. Je me rappelle un bon jour, on avait reçu des plaintes, on avait reçu des appels de part et d'autre. Parce que là-bas, bien sûr, dans ces contextes, dans ces groupements, il y a la diversité et les différents partis politiques, entre autres l'IDPS, l'INAFEC, ainsi de suite. Ils arrivent des fois qu'ils héritent des barrières illégales, ils perçoivent de l'argent indûment. En cas de désaccord, tout cela, tous ces retombées retombent toujours sur les dos du grand chef. Et aussi la garde républicaine, et qui sont censés respecter leur mission régalienne à la survie de l'État, de la maison des chefs de l'État et des membres de sa famille. Ils sont allés au-delà.
directement, on se rend compte qu'ils tombent sous les coups des actes illégaux, communément appelés, les actes infractionnels, communément appelés les violations des consignes. Ils arrivent des fois que, et même les gardes républicaines, ils peuvent toutefois être saisis par des personnes tierces sans pour autant justifier qu'il faut des actes qui ne sont pas prévus dans les codes, communément appelés les actes contraires de la loi. Les civils, donc, il suffisait seulement qu'il y ait l'argent, il incite les militaires de commettre les actes et le bavure contraires à la loi. Il faudra que je vous signale ici que les sites occupés par les créiseurs, par les artisanaux, les exploitants artisanaux, sont appelés des ZEA, c'est-à-dire des zones d'exploitation artisanale. Et que sur ces sites, normalement, ou selon la loi, ne peuvent y travailler que des créiseurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver sur ces sites des engins miniers. Mais ce que nous avons vu chez nous, c'est l'introduction sur nos zones d'exploitation artisanale des engins lourds, des engins miniers. Après, il y avait de crépitement de balles, il y avait eu de blessés, de morts, il y avait une commission officielle du territoire qui devait en tirer là-bas. Il fallait voir. Il fallait voir. Ils n'avaient pas accédé. On les a dit, non, il faut appeler le général, c'est le général qui doit donner l'ordre. Là, chez nous, il y a des autochtones, c'est eux-mêmes les autochtones qui sont des créiseurs. Mais maintenant, les créiseurs, là, ils travaillent sur les zones artisanales. Il y a des zones artisanales là-bas où les artisanaux fonctionnent. Mais maintenant, quand les GR sont venus, ils ont placé leurs partenaires là où les créiseurs travaillaient, tout en bafouant leurs droits. Parce que c'est le chef. Ils ont dit, non, chef, on va laisser 2 jours aux créiseurs, 4 jours de machine, comme ça va aider aussi à contribuer un point de plus à la vie sociale. Mais depuis qu'ils ont accédé là-bas, il n'y a pas d'accès dans les bassins des créiseurs. Mais les créiseurs doivent revendiquer. Rester 6 mois sans accéder dans vos bassins, c'est un problème. Parce que vous êtes venus, vous avez pris là où on travaillait, nous. Mais nous, on doit accéder dans les bassins selon les accords. Vous nous laissez même 2 jours pour travailler. C'est ces droits-là qu'ils n'acceptent pas. Mais les gens restaient 6 mois sans emploi, sans quoi que ce soit. Vous comprenez d'où vient le crépitement des balles. Mais si le comité de créiseurs ne trouve pas de solution, qu'est-ce que les créiseurs vont faire? C'est revendiquer leurs droits, il y a des images. Le chef coutumier, c'est une grande autorité à ne plus même négliger vis-à-vis de ses administrés. Les soucis majeurs, nous voulons assez que, d'abord, que l'État congolais puisse lui remettre dans ses droits le plus absolu. Parce qu'on ne sait pas là où nous pouvons recourir à part l'État congolais. Nous sommes humains. Il peut y arriver qu'il y a certaines histoires que nous gérons et de certaines histoires que nous ne pouvons pas gérer. Parce que si on était comme les autres là, on pouvait même faire quoi? Enfreindre nos droits. C'est ça que nous vous demandons. Nous demandons à l'État congolais de nous protéger, de nous remettre dans nos droits et que cette histoire ne puisse pas se revenir. Le chef et sa cour iront poser la question à ces Libanais. Comment se fait-il que nos sites sont hautement militarisés? Est-ce que vous pouvez nous justifier votre présence ici? Et à eux de renvoyer le chef et sa cour à la garde républicaine. Il faut dire en passant qu'après de longues discussions, ils ont fait des promesses. Mais ils ont travaillé pendant plusieurs années sans payer les redévances. Là se trouve le problème du chef. Là se trouve le problème de la population. Comment nos terres peuvent être exploitées sans que ne soient payés les droits coutumiers, sans que ne soient payés les redévances. Et ce qui choque, c'est que sur ces sites, la population locale, les autochtones, ne peuvent même plus accéder. Et pire, même certaines autorités venant de Kinshasa ont eu du mal ou n'ont pas eu l'autorisation d'avoir accès sur ces sites. Qui gère ces militaires?
Dans notre quête de compréhension, nous avons fait quand même quelques recherches. Et l'on nous dira, la mission principale de la garde républicaine est d'assurer la protection du président de la République et de sa famille, des institutions stratégiques de l'État. Elle participe également à la sécurité des sites sensibles et à certaines opérations de défense nationale sur ordre des autorités compétentes. Mais alors, nous nous posons la question de savoir que viennent faire les militaires de la garde républicaine sur le site de Menda. Nous nous sommes rapprochés du directeur général du SAEMAP pour tenter de comprendre si tout cela était normal. L'avis du SAEMAP, parce que je suis la personne qui condamne la présence des militaires dans le site minier parce que le président de la République ne veut pas de ça. Ce n'est pas parce qu'il est le président de la République, parce que aussi le code minier, le règlement minier reconnaît la présence de la police minière dans le site minier. Au cas où il y a la présence de militaires dans le site minier, ça doit être les aires protégées, ou les parcs, ou dans un site hautement stratégique où il y a uranium. Mais lorsqu'on trouve la présence de militaires, des hommes en armes, dans des sites par lesquels ce n'est pas des aires protégées, les DG du SAEMAP ne fait qu'à condamner cela avec toute énergie. Et j'ai failli laisser ma peau à moitié. Je suis là-bas pour cela et je pense que je pourrais encore avoir toute une émission avec vous pour condamner cela parce que la République n'appartient pas aux militaires. La République appartient à tous les Congolais et nous devons respecter les tests et la constitution de la République. C'est-à-dire les militaires ont joué la loyauté au travers des drapeaux nationaux pour défendre le territoire national. Ils doivent faire leur travail. La place des militaires, ce n'est pas dans le site minier. Ça, je suis d'accord. L'intervention de SAEMAP en qualité, à ma qualité de directeur général, c'est qu'il n'y a qu'un seul service, une seule cité qui a été agréée par le président de la République dans les conseils de ministres appelés, service d'encadrement, d'exploitation minière, artisanale et à petite échelle. Ce service est accompagné par la loi du pays, qui est la loi minière, qui est le code minier et le règlement minier. La population doit rester calme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas céder à des paniques, à des manipulations, des gens qui arrivent là-bas, qui les terrorisent en armes. Non, c'est-à-dire que ici, je les encourage. Je suis précisément alors là-bas pour la formalisation, pour la professionnalisation, pour l'assainissement et pour leur rassurer encore de l'assurance santé que les créateurs pourront bénéficier d'ici là. Et du coup, je suis arrivé ici alors là-bas aussi pour déclarer haut et fort la distribution des zones d'exploitation artisanale qui n'ont jamais été distribuées, qui n'ont jamais été agréées depuis que le Congo est Congo, depuis le temps de Kassavobu, depuis le temps des Belges, Kassavobu, Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, et à l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion de son monsieur le ministre de Louis Atom Kabamba, Kapongo d'autres aujourd'hui à là-bas, de 1 Zéa à 33 Zéa. Vous voyez, ça c'est fort, ça doit se dire dans les médias, ça doit se communiquer. Ce sont les activités aujourd'hui que beaucoup de journalistes m'appellent aujourd'hui l'homme au capille. Quelle est l'émission dans tout ça? Je veux que les ressources naturelles de la pluviométrie du Congo, c'est-à-dire tout ce qui nous appartient, soit transformé localement pour ajouter la valeur ajoutée. Que les Congolais deviennent les propriétaires des entités de traitement, les propriétaires des permis d'exploitation des petites mines, ce qui veut dire les PPMT, donc c'est-à-dire les permis d'exploitation des petites mines, et les Congolais deviennent les propriétaires de leurs titres miniers, c'est-à-dire je pousse les Congolais à migrer vers la petite mine au lieu de rester toujours tamponnés sur l'artisanat minier qui nous crée beaucoup de problèmes, où les Rwandais utilisaient les Congolais de la mauvaise qualité pour mater et tuer, violer et piller nos ressources naturelles. Nous venons donc de suivre le directeur général du SAEMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il va sans dire que les militaires qui arrivent à Menda, qui contrôlent et exploitent sur les sites miniers,
paraissent, en tout cas, au regard de ce que les autorités de Kinshasa disent, parce que nous avons même appris que le ministre de l'Intérieur a envoyé plusieurs missions en province pour demander sur ordre du chef de l'État de chasser tous les militaires qui se retrouvent être sur les sites miniers et surtout qui deviennent des exploitants. C'est-à-dire, au lieu de protéger la population, ils se transforment d'autres en hommes d'affaires miniers, d'autres en exploitants miniers. Nous avons donc ce diagramme qui se dessine chez nous au Katanga. Vous allez vous rendre compte que nous avons de l'autre côté des officiers supérieurs qui, eux, sont les grands patrons des sites miniers. Ce sont des patrons miniers, à l'instar. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? J'ai failli dire à l'instar de Kagame. Eh bien oui. Ce sont des Kagame katangais, des Kagame congolais. C'est-à-dire, eux, c'est des grands patrons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent les gisements miniers du Katanga. Nous sommes là. Et ils emmènent derrière eux des Libanais, des Chinois, des Indo-Pakistanais qui leur donnent de l'argent. Et les officiers, je veux dire ici, les militaires, ceux qu'on appelle les subalternes, eux, on les retrouve comme créateurs sur des mines. Exactement comme cela se passe à Roubaïa. Nous avons le même schéma qui est reproduit au Katanga. Alors, là, il faudra bien se poser la question. Ne sommes-nous pas déjà dans une rébellion déclarée au Katanga? Menda 6, mambo aina bien, tension ikoyulu ku krezere inatomboka toa mambo ya menda, bashino batakuwe ba menda. Où il manque juste un petit Kagame ou un petit Kabila qui viendrait mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre et qui prendrait lui aussi le Katanga à lui. Parce qu'effectivement, si la Zambie n'était pas un pays ami, il y aurait eu une base arrière en Zambie. Et le Katanga, peut-être, n'appartiendrait plus au Congo. Est-ce que cela ne vous fait-il pas peur? Est-ce que cela n'interpelle-t-il pas les autorités de Kinshasa pour se dire que cette situation qui va grandissante crée énormément de problèmes et risquerait de détacher le Katanga du Congo parce que, vous le savez, que nous, les Katangais, nous avons des velléités sécessionnistes et que la plupart d'entre nous, nous réclamons. Vous avez compris ou pas? La liberté du Katanga. Cela est un danger. Oui, cela est un danger parce que le pays tente à être balkanisé. Et pourquoi? Nous allons commencer à nous poser des questions. Ce sont des questions qui font peur et qui fâchent aussi. Parce que nous devons nous sécuriser, nous, populations, mais nous devons aussi penser à l'avenir de nos enfants, mais aussi à notre avenir à nous tous, parce qu'il s'agit de notre pays. Lorsqu'un officier supérieur de l'armée ou lorsque des officiers disposant d'une force armée tirent un profit ou des profits personnels sur un ou des sites miniers, il existe dès lors un risque que l'instabilité sécuritaire devienne un moyen pour préserver des intérêts financiers, créant ainsi une rébellion, ce qui notamment est préjudiciable à l'État et à la communauté. Je voudrais parler ici de la communauté locale, mais on peut parler de la communauté congolaise tout entière. Oui. Quand les militaires créent un business autour des mines et qu'ils gagnent de l'argent dessus, ils voudront préserver leur manne. Ils voudront préserver leur gagne-pain. Mais alors, l'insécurité deviendra un moyen pour eux de protéger leur manne ou pour protéger leurs intérêts. Ah ben c'est de là que vont naître les rébellions. Je voudrais encore me reposer cette question. Est-ce que nous ne sommes pas déjà en rébellion au Katanga? Parce qu'il me semble, ou à ce qu'il paraît, que le pouvoir de Kinshasa a aujourd'hui du mal à sortir le pays de ce désordre un tout petit peu organisé quand même, dans lequel, j'ai failli dire, ils nous ont mis. Pourquoi? Plusieurs fois, des missions ont été envoyées au Katanga, mais ceux qui vont pour régler ces problèmes se retrouvent devant des chiffres astronomiques et ils se laissent corrompre. Je vais vous en montrer une petite illustration quand vous entendrez les chiffres, quand vous comprendrez les montants dont on parle,
Et je suis sûr, vous allez comprendre de quoi l'on parle. Ici, nous sommes dans une zone d'exploitation artisanale qu'on appelle ZA, zone d'exploitation artisanale. Comme son nom le dit, nous sommes dans une zone d'exploitation artisanale. Donc, ce qu'on voit ici, les engins ne peuvent pas faire ce type d'exploitation dans les zones d'exploitation artisanale. C'est interdit par la loi. Mais ici au Congo, on va trouver les engins s'activer à faire de l'exploitation sur les ZA. Mais alors, je vais vous montrer de quoi s'agit-il. Regardez, nous avons reçu ceci, ce petit tableau, auprès des créiseurs, auprès des agents du chef du village, de Menda, qui ont en fait commencé à comptabiliser pour savoir combien de camions de minerais sortaient de leurs terres. Parce qu'on leur avait promis à l'époque de l'argent par camion, comme une redevance qui devrait leur être due. Nous avons ici à peu près une année de couverture. Au mois de mars, 5 648 camions. Mois d'avril, 7 341 camions. Mois de mai, 4 955 camions. Mois de juin, 6 672 camions. Mois de juillet, 1599 camions. Mois d'août, 1975 camions. Mois de septembre, 3597 camions. Mois d'octobre, 4 939 camions. Mois de novembre, 4100 camions. Mois de décembre, 1354 camions. Mois de janvier, 3083 camions. Mois de février, 3235 camions. Et mois de mars, 1852. Là, nous allons passer au calcul sur base des informations qui nous ont été communiquées par la cour du chef. Il va sans dire donc que le nombre de camions sortis du site de Menda pendant 12 mois est de 50 350. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de ce site des minerais de près de 50 350 camions en une année. Ceci peut ou pourrait avoisiner un montant de combien en une année? Je voudrais ici vous dire que la moyenne des prix d'un camion peut atteindre 1 000 $ américains. Nous allons prendre ça comme base logique de notre calcul. Si un camion a été vendu à 1 000 $, regardez le chiffre, regardez bien. Nous allons maintenant passer au total. Les informations ici divulguées nous viennent de la cour du chef. Vous voyez ce manuscrit? C'est ce manuscrit qui nous a été communiqué sur les comptes faits des camions sortis par le groupe des Libanais qui sont gérés par la garde républicaine dans le village de Menda à Lubumbashi. Alors nous allons tenter de savoir avec vous, amis téléspectateurs, combien est-ce que la garde républicaine a gagné pendant ces 12 mois. Au vu du nombre des camions, il est donc sorti de ce site ici un total de 50 350 camions. Le nombre de camions sortis. Imaginez-vous quelle est la froideur avec laquelle ces gens y travaillent. Quel manque d'amour. Mais quel peut être le sentiment des propriétaires terriens, de ces villageois, de ces pauvres villageois, qui voient autant de minerais sortir de leurs terres sans qu'ils ne gagnent quelque chose. Parce qu'il faudra dire ici que la promesse qui leur a été faite, c'était qu'ils devaient avoir une rétrocession de près de 30 $ le camion. Je voudrais vous signaler que par camion, la moyenne arithmétique est à peu près de 1 000 $. C'est ce que un Libanais, un Chinois ou un Indo-Pakistanais paye à une coopérative ou à une entité ou à une entreprise minière qui lui vend des minerais. Donc nous avons pour un camion de 40 tonnes, 1 000 $ de payés. Alors si l'on multiplie le nombre des camions sortis sur le montant d'argent perçu, nous sommes à environ 50 350 000 $ américains pour un site, s'il vous plaît. Sur le site de Menda, nous dit-on, il y a 12 sites. Ah oui, vous n'êtes pas encore scandalisés.
Quand nous multiplions les 50 350 par les 12 sites, nous nous retrouvons avec une bagatelle somme de 604 200 000 $ américains. Et ça, c'est sur un seul PE. Mais qui encaisse ces 604 millions? C'est un groupe de généraux. Et le chef nous dit, il paraît, c'est les généraux de la garde républicaine. Maintenant, je vais vous montrer le danger. Qu'est-ce que cela représente comme danger? Savez-vous que les services de renseignement, les services de sécurité de la République démocratique du Congo sont au courant de ces informations? Mais à ce que l'on dit, certaines personnes faisant partie de ces services sont corrompues. La police, à ce qu'il paraît, certains chefs de la police, particulièrement la police minière, sont corrompus. Certains hommes politiques congolais sont corrompus. L'armée elle-même est corrompue. Monsieur le chef de l'État, quand un individu ou quand un groupe d'individus peut en 12 mois générer 604 millions de $, et qu'un État, ça veut dire la République démocratique du Congo, a besoin d'aller emprunter en eurobond 1 milliard de $, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Parce que cet homme ici, il peut même prêter de l'argent au gouvernement congolais. Mais alors, quel est le danger? Nous avons vu à l'époque de Mobutu, quand les généraux ont commencé à gagner beaucoup d'argent, ils sont devenus indisciplinés. Voilà comment, en République démocratique du Congo, on a vu la naissance des généraux affairistes, des militaires hommes d'affaires. Il est facile dès lors de recruter des enfants et d'en faire des enfants militaires, mais aussi de créer des groupes armés aux fins de protéger leurs mannes. À quand donc pouvons-nous espérer voir la fin des rébellions et des groupes armés en République démocratique du Congo? Cela devient un pari très difficile pour vous, Monsieur le Président de la République. Quand les militaires ont la possibilité d'acheter les armes, quand ils deviennent très riches et qu'ils ont du mal aujourd'hui à respecter votre autorité. Parce que certains peuvent même se dire être plus riches que le président de la République que vous êtes. Comment allons-nous faire? Comment comptez-vous nous sécuriser demain face à ceux qui ont prêté serment pour nous sécuriser, mais qui deviennent plutôt nos bourreaux? Monsieur le Président de la République, et là où le bas blesse, beaucoup de personnes aujourd'hui se réclamant être de la famille du chef de l'État sont complices. Et le cocktail est explosif. La prétendue famille d'une part, les membres, certains membres du gouvernement de l'autre côté, un autre groupe de l'armée, un autre groupe des députés. Tout cet ensemble contre la population, contre les intérêts de la population, pendant que le chef de l'État a dit rêver des Congolais millionnaires. Le chef de l'État qui s'active tous les jours, comme le voient les Congolais, pour que demain, justement, les Congolais propriétaires de leurs terres deviennent millionnaires grâce à leurs terres. Nous avons entendu tout à l'heure parler le directeur général du SAEMAP dire effectivement qu'il voudrait sortir les jeunes Katangais de cette pauvreté des coopératives pour les emmener à un niveau beaucoup plus haut. Mais comment tous ces paris se réaliseront-ils quand, en face, il y a ceux qui sont censés protéger les droits de la population qui les maltraitent? Merci.